Tu as sûrement des choses que tu considères comme intimes. Le code de ton téléphone, un journal personnel, une playlist un peu honteuse, ou un historique de navigation que tu préfères garder pour toi. Peut-être un dossier sur ton bureau avec un nom parfaitement innocent, mais dont le contenu l'est beaucoup moins. Ce besoin d'avoir un espace rien qu'à soi est une pulsion profonde, presque viscérale. Mais d'où vient-elle vraiment? Est-ce un réflexe purement moderne, né avec les portes, Internet, les rideaux et les mots de passe? Ou est-ce que l'homme préhistorique, en train de tailler sa lance il y a 40 000 ans, ressentait déjà lui aussi l'envie qu'on le laisse tranquille? C'est exactement ce qu'on va explorer aujourd'hui. Commençons par définir ce qu'est réellement la vie privée. On a tendance à l'imaginer comme un espace physique et psychologique. Ta chambre, tes pensées, ce que tu ne partages pas sur les réseaux, ni à table en famille. Mais si on va à l'essentiel, la vie privée, c'est simplement une information ou un espace que tu contrôles et que les autres ne contrôlent pas. Rien de plus. Ce qui veut dire que, techniquement, on n'a pas besoin d'une porte, d'un téléphone ou même d'une maison pour être dans l'intimité. Il suffit de savoir cacher quelque chose. Et sur ce point, les humains, même les plus anciens, ont toujours été redoutablement doués. Cette capacité à ruser, garder des secrets et adapter son comportement selon qui nous observe n'est pas une invention récente. C'est l'un des outils cognitifs les plus anciens de notre espèce, peut-être même antérieur au langage. Les primatologues qui étudient les chimpanzés, nos plus proches cousins vivants, ont documenté des comportements de dissimulation délibérée. Un chimpanzé peut cacher de la nourriture à son chef de groupe ou feindre l'indifférence envers une femelle quand un rival rôde avant de la retrouver discrètement plus tard. Dissimulation stratégique, indifférence feinte, ça te rappelle quelque chose? Nos lignées ont divergé de celles des chimpanzés il y a environ 6 millions d'années. Nous n'avons pas inventé la discrétion, nous l'avons simplement perfectionnée. Faisons un bond de 300 000 ans en arrière, à l'apparition de l'Homo sapiens. Le monde était hostile. Lions, mammouths, tribus rivales, ours des cavernes gigantesques et aucun hôpital à proximité. Et pourtant, les archéologues retrouvent des sépultures datant de cette époque. Des corps disposés avec soin, dans des postures précises, ornés d'ocre, de coquillages, accompagnés d'objets personnels. On ne fait pas ça pour n'importe quel individu interchangeable, on le fait pour quelqu'un qu'on reconnaît comme une personne à part entière, avec sa propre histoire. Cela prouve qu'il y a déjà 300 000 ans, les humains possédaient une notion claire de leur propre identité. L'idée que chacun était unique, et pas seulement un rouage du groupe. Et c'est là que tout se rejoint. Dès qu'on a conscience de soi, on commence naturellement à distinguer ce qui est à moi de ce qui est à toi. Mes pensées de tes pensées. Les fondations de la vie privée étaient posées dès l'apparition de l'identité individuelle. On ne peut pas avoir conscience de soi sans, du même coup, créer un espace intime. Les deux vont toujours de pair. Parlons maintenant de l'habitat. Pendant presque tout le Paléolithique, les humains vivaient en petits groupes mobiles de 20 à 50 personnes. Les mêmes visages jour après jour, toute une vie durant. Chaque repas, chaque nuit autour du feu, dans des huttes ou des grottes où tout le monde dort à portée de main les uns des autres. Impossible de fermer une porte, impossible de dire « je suis dans ma chambre », puisque la chambre n'existe tout simplement pas. On pourrait croire que la vie privée y était donc impossible, une sorte de discussion de groupe permanente, sans bouton silencieux. Et pourtant non. Les anthropologues qui étudient les peuples traditionnels vivant encore aujourd'hui comme nos lointains ancêtres ont observé un phénomène fascinant. Même en cohabitation totale, les humains construisent d'arbres des frontières personnelles. Au lieu de murs en briques, ils utilisent des conventions sociales strictes. Dans de nombreuses communautés, il existe des tabous très clairs. Interdiction de fixer une personne occupée à certaines tâches, interdiction d'entrer dans une zone du campement à un moment donné. Si quelqu'un tourne le dos au groupe, on le laisse tranquille, sans exception. Ces murs psychologiques invisibles fonctionnent aussi bien, voire mieux, que des murs en pierre. Les enfreindre est une faute sociale grave. Il n'existe pas d'excuse du type « je ne savais pas », car ces règles sont profondément ancrées dans la culture. La protection de l'intimité n'exigeait pas d'architecture complexe, seulement un contrat social solide, et nos ancêtres savaient parfaitement négocier entre eux. Puisqu'on parle d'accords tacites, abordons un sujet parmi les plus intimes qui soient, la sexualité.
Chez les animaux, la reproduction se déroule presque toujours en public, sans aucune gêne. Mais chez les humains, même les plus anciens, ce rapport à l'intimité était totalement différent. Les données anthropologiques, de l'Amazonie à la Nouvelle-Guinée, montrent que les relations intimes ont toujours été dissimulées au regard. Même dans les sociétés sans pièces séparées, où tout le monde vit dans un espace commun, les gens trouvent des échappatoires. Ils s'éloignent dans la forêt, attendent que tout le monde dorme, profitent de l'obscurité. Pourquoi ? Parce que la sexualité humaine est étroitement liée à la formation de couples, à la jalousie, au statut social et aux intrigues du groupe. Dès que l'intimité touche à la politique du groupe, ce qui arrive presque instantanément chez l'humain, le besoin de la cacher et de la contrôler apparaît aussitôt. Savoir qui couche avec qui, c'est un pouvoir, et le pouvoir, ça se protège. Allons encore plus loin, du côté de l'intimité émotionnelle, la capacité à maîtriser son monde intérieur. Dans toutes les cultures, on retrouve le même schéma. En public, on affiche rarement les émotions qu'on ressent réellement. On sourit alors qu'on va mal, on paraît calme en pleine panique, on hoche la tête poliment devant des propos absurdes. Cet écart entre le masque social et les émotions réelles n'est pas une névrose moderne née des réseaux sociaux. C'est une technologie sociale ancestrale qui a littéralement sauvé la vie de nos ancêtres. Dans une petite communauté où tout le monde dépend des autres, gérer l'image qu'on renvoie était une question de survie. Être perçu comme faible pouvait réduire l'accès aux ressources, être jugé dangereux ou instable pouvait mener au bannissement, et au Paléolithique, être banni équivalait souvent à une condamnation à mort. Les anthropologues appellent ça la gestion des impressions, savoir distinguer son moi public de son moi privé. Ce choix conscient de ce qu'on montre et de ce qu'on cache, c'est la vie privée dans sa forme la plus pure. Tout bascule il y a environ 10 000 ans, avec la révolution néolithique. Les humains se sédentarisent, l'agriculture apparaît, la densité de population augmente et avec elle, l'architecture durable. Sur les sites archéologiques, on voit apparaître des maisons avec des pièces distinctes, la chambre séparée de la cuisine, les réserves cachées des visiteurs. Le monde physique commence à refléter le monde social. Prenons Çatalhöyük, une cité ancienne en Turquie actuelle. Il n'y avait aucune porte au niveau de la rue. On entrait par une échelle, à travers un trou dans le toit. Pour pénétrer chez quelqu'un sans y être invité, il fallait littéralement descendre par le plafond, une manière ingénieuse de protéger son intimité. Mais la vie privée a vraiment pris tout son sens avec l'apparition de l'écriture, qui nous a livré les premières intrigues documentées de l'histoire. Les tablettes d'argile mésopotamiennes, vieilles de plus de 5000 ans, regorgent de correspondances personnelles étonnamment familières, plaintes contre des proches encombrants, accords secrets, disputes d'héritage. L'une des plus anciennes lettres connues est, littéralement, la réclamation furieuse d'un client envers un marchand qui lui avait vendu du cuivre de mauvaise qualité, l'ancêtre lointain de l'avis client en ligne. En Égypte ancienne, malgré son goût pour les monuments monumentaux et le culte de l'au-delà, de simples ouvriers échangeaient eux aussi une correspondance privée sur des éclats de calcaire. Lettres d'amour, plaintes contre leurs supérieurs, accusations mutuelles de vol. Toute cette vie secrète est restée enfouie dans le sable, jusqu'à ce que des archéologues, pelle en main, la mettent au jour. Le besoin d'intimité est né en même temps que la conscience humaine. Et aujourd'hui, quand tu protèges tes mots de passe et que tu caches ce fameux dossier sur ton ordinateur, tu perpétues simplement une tradition vieille de plusieurs centaines de milliers d'années.